Shirley de Charlotte Brontë. Chapitre 3. Monsieur York. Il paraît que la gaieté dépend au moins autant de ce qui se passe au-dedans de nous que de ce qui se passe au-dehors et alentour de nous. Je suis amené à faire cette remarque vulgaire en voyant monsieur Elstone et monsieur Moore s'éloigner des portes de la fabrique à la tête de leur petite troupe, dans la situation d'esprit la plus gaie possible. Quand un rayon de lumière, car les 3 piétons de la bande portaient une lanterne, tombait sur le visage de Moore, vous pouviez voir ses yeux briller d'un éclat inaccoutumé, et une vivacité toute nouvelle éclairer sa physionomie. Il en était de même du recteur, dont les traits durs avaient pris une expression de gaieté toute particulière. Cependant, une nuit humide et froide, une expédition périlleuse, direz-vous, ne sont pas des circonstances faites pour animer ceux qui sont exposés à l'humidité et engagés dans l'aventure. Si quelques-uns de ceux qui venaient d'agir au marais de Stilbro avaient pu voir cette bande, ils eussent éprouvé un grand plaisir à frapper l'un ou l'autre chef d'un coup de feu tiré de derrière un mur. Ces chefs savaient cela, et le fait est que, ayant tous deux des nerfs d'acier et un cœur ferme, cette connaissance du péril les exaltait. Je sais, lecteur, et vous n'avez pas besoin de me le rappeler, que c'est une chose terrible pour un ecclésiastique d'être belliqueux. Je sais qu'il devrait être un homme de paix. J'ai une légère idée de la mission d'un prêtre parmi le genre humain. Je sais de qui il est le serviteur, de qui il annonce le message, de qui il doit suivre l'exemple. Et néanmoins, avec tout cela, si vous êtes un ennemi du clergé, vous ne devez pas attendre que je vous suive dans votre voie funeste et peu chrétienne. Vous ne devez pas attendre que je me joigne à vos profonds anathèmes, à vos rancunes venimeuses, si intenses, si absurdes, contre la robe noire. Que je lève les yeux au ciel avec un supple how, ou que j'enfle mes poumons avec un barraclough, en horreur et abomination du diabolique recteur de Briarfield. Il n'était nullement diabolique. Il avait manqué sa vocation. Là était tout le mal. Il eût dû être soldat. Les circonstances en avaient fait un prêtre. Pour le reste, il avait la tête et la main fortes. C'était un consciencieux, brave, impassible, implacable et fidèle petit homme. Un homme presque sans sympathie, dur, plein de préjugés, rigide, mais un homme fidèle aux principes, honorable, sagace et sincère. Il me semble, lecteur, que ne pouvant pas toujours tailler les hommes pour leur profession, vous ne devez pas les maudire lorsque cette profession les habille disgracieusement. Et je ne maudirai pas Elstone, bien qu'il soit un cosaque clérical. Cependant, il est maudit, et par beaucoup de ses paroissiens, comme il était adoré par d'autres, ce qui est fréquemment le sort des hommes qui montrent de la partialité dans l'amitié et de l'amertume dans l'inimitié, qui sont également fidèles aux principes et attachés aux préjugés. Elstone et Moore étant tous deux d'excellente humeur et unis pour le présent dans la même cause, vous vous attendez à ce que, chevauchant côte à côte, ils conversent amicalement. Oh non. Ces deux hommes, tous deux, d'une nature rude et bilieuse, se trouvaient rarement en contact, sans s'échauffer mutuellement la bile. Leur fréquent sujet de dispute était la guerre. Elstone était un Tory exalté, il y avait des Tories à cette époque, et Moore était un enragé Whig, un Whig au moins, pour ce qui concernait l'opposition faite au parti de la guerre, cette question étant celle qui affectait ses intérêts. Et c'est seulement sur cette question qu'il professait la politique anglaise. Il aimait à mettre Elstone en furie, en lui déclarant sa croyance à l'invincibilité de Bonaparte, en raillant l'Angleterre et l'Europe sur l'impuissance de leurs efforts pour lui résister, en avançant froidement l'opinion qu'il valait autant lui céder tôt que tard, puisqu'il devait à la fin écraser chacun de ses antagonistes et régner universellement. Elstone ne pouvait souffrir de tels sentiments. C'était seulement par la considération que Moore était une sorte de banni et d'étranger, et n'avait que demi-mesure de sang anglais pour tempérer le fiel qui corrodait ses veines, qu'il arrivait à les écouter sans céder à l'envie qui lui venait de bâtonner l'orateur. Une autre chose aussi contribuait à diminuer son dégoût, savoir un sentiment de sympathie
pour la façon brutale avec laquelle ses opinions étaient soutenues, et du respect pour la consistance de cette opiniâtreté chagrine. Lorsque la troupe eut atteint la route de Stilbro, ils eurent le vent en face, et la pluie leur fouetta le visage. Moore avait agacé déjà son compagnon. Maintenant, irrité peut-être par l'air froid et la pluie, il commença à le railler. « Est-ce que les nouvelles de la péninsule vous plaisent toujours ?» demanda-t-il. « Que voulez-vous dire ?» répondit le recteur d'un ton chagrin. « Je vous demande si vous avez toujours foi en ce Baal de Lord Wellington. »« Je ne vous comprends pas. Croyez-vous toujours que cette idole au visage de bois et au cœur de pierre qu'adore l'Angleterre a le pouvoir de faire descendre le feu du ciel pour consumer l'Holocauste français que vous avez besoin d'offrir ? Je crois que Wellington jettera les maréchaux de Bonaparte dans la mer le jour où il voudra lever sa main. » « Mais mon cher, vous ne pouvez parler sérieusement. Les maréchaux de Bonaparte sont de grands hommes qui agissent sous la direction d'un tout-puissant génie. Votre Wellington est le plus stupide des caporaux, dont les mouvements lents et mécaniques sont de plus gênés par un gouvernement ignorant. Wellington est l'âme de l'Angleterre. Wellington est le vrai champion d'une bonne cause, le digne représentant d'une nation puissante, résolue, sensible et honnête. Votre bonne cause, autant que je puis la comprendre, est simplement la restauration de ce vil et faible Ferdinand sur un trône qu'il a déshonoré. Votre digne représentant d'un peuple honnête est un stupide bouvier, agissant pour un plus stupide fermier, et il a contre lui la suprématie victorieuse et le génie invincible. Contre la légitimité combat l'usurpation. Contre la modeste, simple, juste et brave résistance à l'envahissement, combat la vaine, fausse, égoïste et traîtresse ambition de posséder. Dieu protège le juste. Dieu protège souvent le puissant. Alors je suppose que la poignée d'Israélites debout sur le bord asiatique de la mer Rouge était plus puissante que l'armée des Égyptiens rassemblée sur l'autre bord. Est-ce qu'ils étaient plus nombreux, mieux équipés? Est-ce qu'ils étaient plus puissants, en un mot? Ne répondez pas, Moore, ou vous direz un mensonge, vous le savez. Ils n'étaient qu'une pauvre bande d'esclaves, opprimés par leurs tyrans depuis 400 ans. Des femmes et des enfants embarrassaient leurs rangs clairsemés. Leurs maîtres, qui rugissaient en se précipitant à travers les flots divisés, étaient de vigoureux Éthiopiens, aussi forts et aussi féroces que les lions de Libye. Ils avaient des armes, des chevaux, des chariots. Les pauvres Hébreux étaient à pied. Peu d'entre eux, probablement, avaient d'autres armes que leurs bâtons de berger ou leurs outils de maçon. Leur doux et puissant conducteur lui-même n'avait que sa verge. Mais soyez-en sûrs, Robert Moore, le droit était de leur côté. Le Dieu des armées était avec eux. Le crime et l'archange déchu commandaient aux armées des pharaons. Qui triompha? Vous le savez bien. Le Seigneur, en ce jour, sauva Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Oui. Les flots les submergèrent, ils descendirent au fond comme une pierre, la main droite du Seigneur se couvrit de gloire, la main du Seigneur mit en pièces les ennemis. Vous avez raison, seulement la comparaison est fausse. La France, c'est Israël. Napoléon, c'est Moïse. L'Europe, avec ses empires fastueux et ses dynasties corrompues, c'est l'Égypte. La vaillante France représente les 12 tribus. Son jeune et vigoureux usurpateur, c'est le berger d'Horeb. Je dédaigne de vous répondre. Ici, la conversation fut interrompue par le roulement rapide d'un cabriolet qui aussitôt s'arrêta au milieu de la route. Le manufacturier et le recteur avaient été trop occupés de leur dispute pour l'entendre avant qu'il fût presque arrivé sur eux. « Hé, maître, les voitures sont-elles arrivées à la maison ?» demanda une voix de l'intérieur. « Est-ce que ce serait Joe Scott ?»« Oui, oui, » répondit une autre voix, car le cabriolet contenait 2 personnes. « Oui, monsieur Moore, c'est Joe Scott. Je vous le ramène dans un joli état. Je l'ai trouvé en haut du marais avec 3 autres. Que me donnerez-vous pour vous l'avoir ramené ? » Mes remerciements, certes, car j'aurais été fâché de perdre un homme comme lui. Mais c'est vous, monsieur York ?
Il me semble reconnaître votre voix. Oui, mon garçon, c'est moi. Je revenais du marché de Stilbro, et comme j'arrivais au milieu du marais, fouettant mon cheval qui allait comme le vent, car vous le savez, les temps sont dangereux grâce à un mauvais gouvernement, j'entendis un gémissement. J'approchai. Il y en a qui auraient fouetté pour s'éloigner plus rapidement, mais je n'ai rien à craindre que je sache. Je ne crois pas qu'il y ait un garnement dans ce district qui voulût me faire du mal. Du moins, je suis homme à le leur rendre. Je demandai. Y a-t-il quelqu'un de blessé, là? Certainement, me répondit une voix qui semblait sortir de terre. Que faut-il faire? Soyez clairs et répondez-moi. Nous sommes ici 4 gisants dans le fossé, répondit Joe. C'est honteux, leur dis-je, et je leur ordonnai de se lever et de partir s'ils ne voulaient faire connaissance avec mon fouet. C'est ce que nous aurions fait depuis 1 heure, mais nous sommes attachés avec des cordes. En 1 minute, j'eus coupé les liens avec mon couteau, et Joe monta dans mon cabriolet pour me raconter ce qui s'était passé. Les autres suivent derrière, aussi vite que leurs jambes le leur permettent. Je vous suis fort obligé, monsieur York. Croyez-vous, mon garçon? Vous savez bien que non. Cependant, voici les autres qui approchent. Et ici, par le Seigneur, en voici une autre troupe, avec des lumières dans leurs vases, comme l'armée de Gédéon. Et nous avons aussi le curé avec nous. Bonsoir, monsieur Elstone. Monsieur Elstone rendit le salut avec beaucoup de roideur. L'individu qui était dans le cabriolet continua. Nous voilà 11 hommes, et nous avons des chevaux et des chariots avec nous. S'il nous arrivait seulement de rencontrer quelques-uns de ces affamés gredins de briseurs de métier, nous pourrions gagner une grande victoire. Chacun de nous pourrait être un Wellington. Cela vous irait, monsieur Elstone, et quels articles on nous ferait dans les journaux. Briarfield serait célèbre. Mais nous aurons une colonne ennemie dans le Stilbro Courrier sur cette petite affaire. Je n'en attends pas moins. Et je ne vous en promets pas moins, monsieur York, car j'écrirai l'article moi-même, répondit le recteur. Certainement, certainement. Et ne manquez pas de demander que ceux qui ont brisé les métiers et lié les jambes de Joe Scott soient pendus. Il y a, ou il doit y avoir, matière à pendaison, sans aucun doute. Si je les jugeais, je leur accorderais une courte confession, dit M. Moore. Mais j'ai l'intention de les laisser tranquilles sur cette affaire et de leur donner assez de cordes, certain qu'à la fin, ils se pendront bien eux-mêmes. Les laisser tranquilles. Dites-vous vrai, M. Moore? Promettez-vous cela? Promettre? Oh non. Tout ce que je veux dire, c'est que je ne me donnerai aucune peine pour les saisir, mais si l'un d'eux se trouvait sur mon chemin, vous le briseriez, oui. Estimez-vous heureux s'ils ne font qu'arrêter les voitures avant que vous régliez votre compte avec eux. En voilà assez sur ce sujet à présent. Nous voici à ma porte, messieurs, et j'espère que vous et les hommes entrerez un instant. Un léger rafraîchissement ne fera de mal à aucun de vous. Moore et Elstone déclinèrent l'invitation, en disant qu'ils n'avaient besoin de rien. Mais M. York insista avec tant de courtoisie. La nuit était si mauvaise et la lumière qui passait à travers les rideaux de mousseline était si engageante qu'à la fin ils cédèrent. M. York descendit de son cabriolet et les introduisit dans sa demeure. Nous ferons remarquer que M. York variait souvent sa phraséologie. Tantôt il prenait l'accent du Yorkshire, tantôt il s'exprimait en un anglais très pur. Ses manières étaient sujettes aux mêmes altérations. Il pouvait être poli et affable, et aussi se montrer grossier et rude. Ce n'était donc point son langage et ses manières qui pouvaient déterminer sa position. L'apparence de sa demeure nous fixera peut-être sur ce point. Il recommanda aux hommes de prendre le chemin de la cuisine, disant qu'il allait leur faire servir immédiatement quelque chose. Les gentlemen, messieurs Moore et Elstone, furent introduits par la porte du front. Ils se trouvèrent dans une salle nattée, dont les murs étaient couverts de tableaux presque jusqu'au plafond. À travers cette fenêtre, ils furent conduits dans un vaste parloir. Un feu magnifique brillait dans la cheminée. Dans son ensemble, cette pièce était la plus gaie et la plus agréable qu'on pût voir, et elle ne perdait rien à être examinée en détail. Il n'y avait pas de splendeur, mais du goût partout, un goût peu commun.
vous eussiez dit le goût d'un voyageur, d'un érudit ou d'un gentleman. Une série de vues italiennes ornait les murs. Chacune de ces vues avait une valeur artistique. Un connaisseur les avait choisies. Il y avait une guitare et de la musique sur un sofa, des camées, de belles miniatures et une garniture de vases grecs sur la cheminée. Des livres bien rangés remplissaient 2 élégantes bibliothèques. Monsieur York pria ses hôtes de s'asseoir. Il sonna pour demander du vin et donna au domestique qui l'apporta des ordres pour le rafraîchissement à servir aux hommes qui se trouvaient dans la cuisine. Le recteur demeurait debout. Évidemment, le lieu où il se trouvait ne lui plaisait pas. Il ne touchait point au vin que son hôte lui avait offert. « Comme vous voudrez, dit M. York. Vous songez sans doute aux coutumes orientales, monsieur Elstone, et vous ne voulez ni boire ni manger sous mon toit, de peur d'être obligé de devenir mon ami. Mais je ne suis ni susceptible, ni superstitieux. Vous videriez le contenu de ce flacon et me donneriez la meilleure bouteille de votre cellier, que cela ne m'empêcherait pas de vous faire de l'opposition partout où nous nous rencontrerions, qu'il s'agisse des affaires de la sacristie ou de celles de la justice. C'est tout ce que j'attends de vous, monsieur York. Est-ce que vous éprouvez bien du plaisir, monsieur Elstone, à galoper après des émeutiers, par une nuit humide comme celle-ci, et à votre âge? J'ai toujours la satisfaction à remplir mon devoir, et dans la circonstance présente, mon devoir est pour moi un vrai plaisir. Chasser cette vermine est une noble occupation, digne d'un archevêque. Digne de vous, en tout point. Mais où est le vicaire? Il visite sans doute quelques pauvres malades, ou chasse la vermine dans une autre direction. Il tient garnison dans la fabrique de Hollow. J'espère que vous lui avez laissé un coup à boire pour soutenir son courage, Bob, dit M. York en se tournant vers Moore. Il ne s'arrêta pas à attendre la réponse, mais continua rapidement, s'adressant encore à Moore, qui s'était jeté dans une antique chaise placée au coin du feu. Ôtez-vous de là, Robert, mon garçon. Cette place est la mienne. Prenez le sofa, ou 3 autres chaises si vous voulez, mais non celle-là. Elle n'appartient qu'à moi, et nul autre ne la doit occuper. Pourquoi tenez-vous tant à cette chaise, monsieur York? Demanda Moore, abandonnant paresseusement la place et obéissant à l'injonction. Mon père y tenait avant moi. Voilà la seule raison que je te donnerai. Et monsieur Elstone, avec tout son savoir, ne t'en donnerait pas une meilleure. Moore, êtes-vous prêt à partir? Demanda le recteur. Non, Robert n'est pas prêt. Ou plutôt, je ne suis pas prêt à me séparer de lui. C'est un mauvais garnement, et il a besoin d'une correction. Quoi? Monsieur, qu'ai-je donc fait? Tu t'es fait des ennemis de toutes parts. Qu'est-ce que cela peut me faire? Que m'importe que vos rustres du Yorkshire m'aiment ou me haïssent? Ah! Voilà! Ce garçon est bien un étranger parmi nous. Son père n'eût jamais répondu de cette façon. Retournez à Anvers, où vous êtes né, et où vous avez été élevé. Mauvaise tête. Mauvaise tête vous-même? Je ne fais que mon devoir. Quant à vos lourdeaux de paysans, je m'en moque, dit Moore, s'exprimant en français. En revanche, mon garçon, nos lourdeaux de paysans se moqueront de toi. Sois-en certain, répliqua M. York, s'exprimant aussi en français avec un accent presque aussi pur que celui de Moore. C'est bon, c'est bon. Et puisque cela m'est égal, que mes amis ne s'en inquiètent pas. Tes amis? Où sont-ils, tes amis? Je fais écho. Où sont-ils? Et je suis fort aise que l'écho seul y réponde. Au diable, les amis! Je me souviens encore du moment où mon père et mes oncles appelèrent autour d'eux leurs amis, et Dieu sait si leurs amis se sont empressés d'accourir à leur secours. Tenez, monsieur York, ce mot ami mérite trop. Ne m'en parlez plus. Comme tu voudras. Monsieur York laissa tomber la conversation, et pendant qu'il est là, confortablement assis dans son antique chaise à dossier de chêne sculpté, je saisis l'occasion d'esquisser le portrait de ce gentleman de Yorkshire qui parle français. Monsieur York était le gentleman de Yorkshire par excellence. Il pouvait avoir 55 ans, mais paraissait plus âgé à première vue, car ses cheveux étaient d'un blanc argenté.
Son front était large et peu élevé, son teint frais dénotait une constitution saine. L'âpreté particulière aux hommes du Nord se remarquait sur son visage et dans le son de sa voix. Chacun de ses traits était anglais, sans aucun mélange du type normand. Rien d'élégant ni d'aristocratique dans ce visage que le beau monde eût trouvé vulgaire, et les gens sensés, caractéristiques. Mais la vigueur, la sagacité, l'intelligence, la rude mais réelle originalité marquée dans chaque linéament, dans chaque pli de cette figure, plaisait aux gens adroits et rusés. C'était une face indocile, dédaigneuse, sarcastique, la face d'un homme difficile à conduire et impossible à contraindre. Sa taille était élevée et bien prise, sa démarche digne et aisée. Si j'ai éprouvé encore beaucoup de difficultés à peindre M. York au physique, j'en rencontre encore davantage à le peindre au moral. Si vous vous attendez, lecteur, à trouver en lui une perfection, ou même un vieux gentleman rempli de bienveillance et de philanthropie, vous êtes dans une parfaite erreur. Il vient de parler avec quelque sens, et même avec une certaine sympathie, à M. Moore. Mais vous ne devez pas conclure de là qu'il parle et pense toujours avec le même sens et la même sympathie. Premièrement, M. York était tout à fait dépourvu de l'organe du respect, défaut qui conduit un homme à se tromper dans toutes les circonstances de la vie où le respect est nécessaire. Secondement, il manquait de l'organe de la comparaison, défaut qui prive un homme de sensibilité. Troisièmement, il avait les organes de la bienveillance et de l'idéalité trop peu développés, ce qui, en privant sa nature de bienveillance et de poésie, le portait à croire que ces qualités n'existaient nulle part. Le défaut de respect le rendait intolérant pour ceux qui étaient au-dessus de lui, rois, nobles et prêtres, dynasties, parlements, gouvernements, avec leurs actes, leurs lois, leurs formes, leurs droits, étaient pour lui une abomination. Des ruines dont il y aurait tout bénéfice à se débarrasser. Son cœur était comme mort et n'éprouvait jamais le choc électrique de l'admiration. Ce défaut de respect tarissait en lui 1000 sources de pure jouissance et flétrissait ses plus vifs plaisirs. Il n'était pas irréligieux, bien qu'il ne fût membre d'aucune secte, mais sa religion ne pouvait être celle de l'homme qui sait vénérer. Il croyait en Dieu et au ciel, mais son Dieu et son ciel étaient ceux d'un homme dépourvu de crainte, d'imagination et d'amour. La faiblesse de l'organe de la comparaison le rendait inconséquent. En même temps qu'il professait quelques excellentes doctrines générales d'indulgence et de tolérance naturelle, il conservait envers certaines classes une stupide antipathie. Il parlait du clergé et de tout ce qui touchait au clergé, des lords et de tout ce qui se rapportait aux lords, avec une âpreté, quelquefois même avec une insolence aussi injuste qu'insupportable. Jamais il ne lui arrivait de se mettre à la place de ceux qu'il vitupérait, de comparer leurs erreurs et leurs défauts avec les tentations et les désagréments de leur position. Il ne se demandait point s'il eût fait autrement en pareille situation, et exprimait souvent les vœux les plus féroces et les plus tyranniques contre ceux qui avaient agi, selon lui, avec férocité et tyrannie. À en juger par ces menaces, pour faire progresser la cause de la liberté et de l'égalité, il n'eût pas reculé devant l'emploi de moyens arbitraires et même cruels. L'égalité ? Oui, M. York parlait d'égalité, mais son cœur était plein d'orgueil, très doux avec ses subordonnés, très bon pour tous ceux qui étaient au-dessous de lui. Il était hautain comme Belzébuth avec ceux que le monde considérait comme lui étant supérieurs. La révolte était dans son sang. Il ne pouvait supporter aucune domination. Son père et son grand-père, avant lui, avaient le même défaut. Ses enfants, après lui, suivront son exemple. Manquant généralement de bienveillance, il ne pouvait supporter la faiblesse d'esprit, ni aucun des défauts qui heurtaient sa forte et subtile nature. Aussi ne mettait-il aucun frein à ses mordants sarcasmes. N'étant point compatissant, il pouvait blesser, et blesser encore, sans s'apercevoir de la profondeur de la plaie qu'il venait d'ouvrir. Quant au manque d'idéal de son esprit, c'est à peine si on peut l'appeler un défaut. Il appréciait la musique avec une oreille délicate, la couleur et la forme avec un œil correct. En un mot, il avait le goût. Et qui eût songé à lui demander l'imagination ?
N'est-elle pas regardée comme un dangereux et inutile attribut participant de la faiblesse, de la folie peut-être, comme une infirmité plutôt qu'un don de l'esprit, par tous, excepté par ceux qui la possèdent ou s'imaginent la posséder? À les entendre, ne dirait-on pas que leur cœur resterait froid, s'ils n'étaient électrisés par cet élixir, leurs yeux obscurcis, si cette flamme n'illuminait leur vision? Selon eux, elle communique au printemps de joyeuses espérances, à l'été, un charme enchanteur, à l'automne, des joies tranquilles, et à l'hiver, des consolations que vous ne pouvez comprendre. Ce sont là des illusions, assurément, mais les fanatiques s'attachent à leurs songes, pour eux plus précieux que l'or. Monsieur York, n'ayant pas l'imagination poétique, la considérait comme une qualité tout à fait superflue chez les autres. Il pouvait tolérer et même encourager les peintres et les musiciens. Il jouissait des produits de leur art, savait apprécier un bon tableau et savourer le charme d'une bonne musique. Mais un poète, fût-il Milton ou Shakespeare, s'il n'avait pu tenir sa place au comptoir ou dans le magasin, eût vécu méprisé et fût mort dédaigné sous les yeux de Hiram York. Et comme les Hiram York sont nombreux en ce monde, il est fort heureux que le vrai poète cache souvent sous une apparence inoffensive un esprit impitoyable et droit, avec lequel il mesure la taille de ceux qui, d'en haut, lui jettent un dédaigneux regard. Il est heureux qu'il trouve en lui sa propre félicité, et dans la nature une société qui remplace celle qui le fuit et qu'il ne regrette pas. Lorsque le monde le regarde d'un air froid, avec raison peut-être, car à son tour il a jeté sur le monde un regard hautain et dédaigneux, il est juste que le poète puisse éprouver cette joie intime, cette illumination de l'âme qui lui fait tout envisager sous les plus joyeuses et les plus brillantes couleurs, pendant que le profane vulgaire regarde peut-être son existence comme un hiver du pôle, jamais réjoui par les rayons du soleil. Le vrai poète n'a pas besoin qu'on s'apitoie sur lui, et il rit intérieurement toutes les fois qu'un philanthrope fourvoyé s'attendrit sur son sort. Même lorsque les utilitaires portent sur lui leur jugement et proclament l'inutilité du poète et de son art. Il écoute la sentence, avec une si âpre dérision, avec un si profond et si impitoyable mépris des malheureux pharisiens qui l'ont prononcé, qu'il est plutôt à blâmer qu'à plaindre. Ce ne sont pas là, cependant, des réflexions de M. York. Et c'est à M. York que nous avons affaire à présent. Je vous ai énuméré quelques-uns de ses défauts, lecteur. Quant à ses qualités, il était l'un des hommes les plus honorables et les plus capables du Yorkshire. Même ceux qui ne l'aimaient pas étaient forcés de le respecter. Il était fort aimé des pauvres, parce qu'il était bon et paternel envers eux. Pour ses ouvriers, il était affectueux et plein d'attention. Lorsqu'il n'avait plus de travail à leur donner, il s'efforçait de leur procurer autre chose à faire, et s'il ne le pouvait, il les aidait à se transporter, eux et leurs familles, dans un district où ils espéraient en trouver. Il faut aussi faire remarquer que si quelques individus, parmi ses ouvriers, montraient des signes d'insubordination, York, comme un grand nombre de ceux qui abhorrent la répression chez les autres, savait l'exercer avec vigueur, et avait le secret d'étouffer la rébellion dans son germe et de l'arracher, comme une mauvaise herbe, de sorte qu'elle ne s'étendait et ne se développait jamais dans la sphère de son autorité. L'heureuse situation de ses propres affaires lui donnait la liberté de parler avec la dernière sévérité de ceux qui étaient dans une situation différente de la sienne, d'attribuer à leurs propres fautes ce qu'il pouvait y avoir de désagréable dans leur position, de se séparer des maîtres et de soutenir librement la cause des travailleurs. La famille de M. York était la première et la plus ancienne du Yorkshire, et s'il n'était le plus riche, il était un des hommes les plus influents du district. Son éducation avait été bonne. Dans sa jeunesse, avant la Révolution, il avait voyagé sur le continent, et les langues françaises et italiennes lui étaient familières. Pendant un séjour de 2 années en Italie, il avait collectionné un grand nombre d'excellents tableaux et d'objets d'art, qui faisaient maintenant l'ornement de sa résidence. Ses manières, lorsqu'il le voulait, étaient celles d'un gentleman de la vieille école. Sa conversation, quand il cherchait à plaire, était singulièrement intéressante et originale,
Et s'il s'exprimait ordinairement dans le langage du Yorkshire, c'est qu'il le voulait bien, préférant son dorique natif à un vocabulaire plus raffiné. Monsieur York connaissait tout le monde, et était connu de tout le monde à plusieurs milles à la ronde, et cependant ses intimes n'étaient pas nombreux. Profondément original lui-même, il n'avait aucun goût pour ce qui était ordinaire. Un homme d'un franc et rude caractère, quelle que fût sa position, était toujours accueilli par lui. Un raffiné et insipide personnage, quelque élevé qu'il fût, était l'objet de sa profonde aversion. Sur ce point, il portait ses préférences à l'extrême, oubliant qu'il peut se rencontrer de charmants et d'admirables caractères chez des personnes qui ne peuvent être originales. Néanmoins, il faisait des exceptions à sa règle. Il y avait une certaine classe de gens naïfs, simples, presque destitués d'intelligence et tout à fait incapables d'apprécier la supériorité de la sienne, mais qui, en même temps, n'étaient point blessés par sa rudesse, ni aisément rebutés par ses sarcasmes, n'analysaient pas trop minutieusement ses faits et gestes et ses opinions, avec lesquels il était tout particulièrement à son aise, et que par conséquent, il préférait. On aura remarqué sans doute qu'il ne manquait pas de cordialité avec M. Moore. Il avait 2 ou 3 raisons pour justifier une certaine partialité à l'endroit du jeune manufacturier. La première de ces raisons, c'est que Moore parlait l'anglais avec un accent étranger, et le français avec un accent parfaitement pur, et que cette sombre et maigre figure avec ses belles lignes un peu dévastées ne ressemblait nullement au type anglais, ni à ceux du Yorkshire. Ces points sembleront frivoles et peu propres à influencer un homme tel que M. York, mais ils lui rappelaient de vieux souvenirs, des idées de plaisir peut-être. Il le reportait au temps de ses voyages, de ses jeunes années. Il avait vu en Italie des visages comme celui de Moore. Il avait entendu dans les cafés parisiens et au théâtre des voix semblables à la sienne. Il était jeune alors, et lorsqu'il regardait le jeune étranger et entendait le son de sa voix, il lui semblait être jeune encore. La seconde raison avait quelque chose de plus substantiel, quoique moins agréable. M. York avait connu le père de Moore. Il avait fait des affaires avec lui, et avait, dans une certaine mesure, été impliqué dans ses pertes. Troisièmement, il avait reconnu en lui un homme véritablement apte aux affaires. Il était persuadé que par un moyen ou par un autre, ce jeune homme arriverait à faire sa fortune, et il respectait sa résolution et sa perspicacité, peut-être même sa rudesse. Une quatrième circonstance qui les réunissait, c'est que M. York était un des tuteurs de la mineure sur le domaine de laquelle la fabrique de Hollow était située. En conséquence, Moore, dans le cours de ses changements et de ses améliorations, avait de fréquentes occasions de le consulter. Quant à l'autre convive présent en ce moment dans le parloir de M. York, entre lui et son hôte existait une double antipathie, l'antipathie naturelle et celle des circonstances. Le libre penseur haïssait le formaliste. L'amant de la liberté détestait le puritain. En outre, on disait que dans leur jeunesse, ils avaient offert leurs hommages à la même femme. M. York, dans sa jeunesse, était cité pour la préférence qu'il donnait aux femmes spirituelles et ardentes. Une taille élégante, un air distingué, un esprit vif, une langue prompte, avaient pour lui de grands attraits. Jamais, cependant, il ne songea à épouser aucune de ces élégantes dont il recherchait la société. Devenu éperdument amoureux, il rechercha ardemment une jeune fille qui présentait un contraste complet avec celle qu'il avait précédemment remarquée. Une jeune fille au visage de Madone, un marbre vivant, l'impassibilité personnifiée. Peu lui importait qu'elle ne lui répondît que par monosyllabes, qu'elle n'entendît pas ses soupirs, qu'elle ne lui rendît pas ses regards, ne répondit jamais à ses opinions, ne sourit que rarement à ses plaisanteries, et ne lui accorda ni respect ni attention. Peu lui importait qu'elle parût l'antipode de tout ce qu'il avait eu dans sa vie l'habitude d'admirer. Pour lui, Mary Cave était parfaite, parce que, pour quelque raison, sans doute il avait une raison, il l'aimait. M. Elstone, en ce temps-là, vicaire de Briarfield, aimait aussi Marie. Beaucoup d'autres aussi l'admiraient, car elle était d'une beauté angélique.
mais le jeune ecclésiastique fut préféré à cause de sa position. M. Elstone n'avait et ne professait point pour Marie l'absorbante passion de M. York. Il la vit ce qu'elle était réellement, et demeura en conséquence plus maître d'elle et de lui-même. Elle accepta sa main à la première offre, et le mariage eut lieu. La nature n'avait jamais entendu faire de M. Elstone un bon mari, même pour une femme d'humeur paisible. Il pensait, aussi longtemps que sa femme gardait le silence, que rien ne la tourmentait, et qu'elle n'avait besoin de rien. Si elle ne se plaignait pas de la solitude, quelque prolongée qu'elle fût, ne lui déplaisait point. Parce qu'elle ne parlait point, et qu'elle n'exprimait point une prédilection pour ceci, une aversion pour cela, il était inutile de consulter ses goûts. Il n'avait pas la prétention de connaître les femmes, ni de les comparer avec les hommes. Elles étaient pour lui des êtres d'un ordre très différent et peut-être bien inférieur. Il ne pensait pas qu'une femme pût être la compagne de son mari, bien moins encore sa confidente et son soutien. Sa femme, au bout d'un an ou deux, n'était pour lui d'une grande importance sous aucun rapport. Toutefois, lorsqu'un jour, soudainement, ainsi qu'il le pensa, car il l'avait à peine vue dépérir, elle prit congé de lui et de ce monde, et qu'il ne trouva plus qu'une belle forme d'argile, froide et blanche, dans la couche nuptiale, il sentit la perte qu'il venait de faire, plus peut-être qu'il ne parut la sentir, car il n'était pas de ces hommes à qui le malheur arrache facilement des pleurs. Ses yeux sans larmes et son chagrin contenu scandalisèrent une vieille gouvernante et une autre femme qui avaient soigné Mistress Elstone dans sa maladie, et qui peut-être avaient eu occasion d'en apprendre sur sa nature et ses facultés aimantes, plus que n'en connaissait son mari. Elles jasèrent auprès du corps, racontèrent des anecdotes sur la cause réelle et supposée de la maladie. Bref, elles s'indignèrent contre cet austère petit homme qui examinait des papiers dans la pièce voisine et qui ne se doutait guère des malédictions dont il était l'objet. Mistress Elstone ne fut pas plus tôt dans la tombe que la rumeur se répandit dans le voisinage qu'elle était morte de chagrin. Bientôt même, on parla de mauvais traitements de la part du mari. Rapports grossièrement faux, mais qui n'en furent pas moins avidement saisis. M. York les entendit et en crut une partie. Déjà, il n'avait pas des sentiments bienveillants pour son heureux rival. Bien que marié lui-même et uni à une femme qui semblait sous tous les rapports le parfait contraste de Mary Cave, il ne put oublier l'amer désappointement qu'il avait éprouvé. Et lorsqu'il apprit que celle qui lui eût été si précieuse avait été négligée, maltraitée peut-être par un autre, il conçut pour cet autre une profonde et amère animosité. De la nature et de la violence de cette animosité, M. Elstone n'était qu'à moitié instruit. Il ne savait pas combien York avait aimé Mary Cave, ni combien il avait souffert en la perdant. Les bruits de mauvais traitements qu'il aurait fait endurer à son épouse, familiers à toutes les oreilles du voisinage, n'étaient jamais arrivés aux siennes. Il croyait que des dissidences politiques et religieuses seules le séparaient de M. York. S'il avait connu la vérité, rien n'eût pu probablement lui persuader de franchir le seuil de la demeure de son ancien rival. M. York ne reprit point sa mercuriale à M. Moore. La conversation recommença bientôt dans une forme plus générale, bien que conservant encore un peu le caractère de la dispute. L'état inquiet du pays, les nombreuses déprédations commises récemment dans le district sur les fabriques, fournissaient un aliment d'autant plus vif à la discussion que les trois personnes présentes différaient plus ou moins dans leur manière de voir. M. Elstone était pour les maîtres. Il trouvait les ouvriers déraisonnables. Il condamnait vivement cet esprit de désaffection contre l'autorité qui s'étendait partout, ainsi que le refus de supporter avec patience des maux qu'il regardait comme inévitables. Le remède qu'il prescrivait, c'était une intervention vigoureuse de la part du gouvernement, une vigilance stricte de la part des magistrats, et toutes les fois qu'elle serait nécessaire, une répression militaire, prompte et énergique. M. York demandait si cette intervention, cette vigilance et cette répression sévère et vigoureuse nourriraient ceux qui mouraient de faim, donneraient du travail à ceux qui n'en avaient pas. Il trouva singulière l'idée qu'il y avait des maux inévitables,
Il dit que la patience publique ressemblait à un chameau sur le dos duquel le dernier atome qu'il pût porter aurait déjà été mis, et que la résistance était maintenant un devoir. Quant à l'esprit général de désaffection envers les autorités constituées, il le regardait comme le signe le plus rempli de promesses des temps actuels. Les maîtres, il l'accordait, étaient réellement embarrassés. Mais leurs embarras avaient été accumulés sur eux par un gouvernement vil, corrompu et sanguinaire. C'étaient les épithètes de M. York. Des fous comme Pitt, des démons comme Castlereagh, de dangereux idiots comme Parseval étaient les tyrans, la malédiction du pays, les destructeurs de son commerce. C'était leur persévérance entêtée dans une guerre injustifiable, funeste et ruineuse, qui avait amené le pays à l'état dans lequel il se trouvait. C'étaient leurs taxes monstrueuses et oppressives, leurs infâmes ordres en conseil, dont les promoteurs méritaient l'accusation de haute trahison et l'échafaud, qui avait attaché une meule au cou de l'Angleterre. « Mais à quoi bon discourir » continua-t-il. « Quelle chance de faire entendre la voix de la raison dans un pays gouverné par un roi, par des prêtres et par des pères, qui a pour roi nominal un fou, et pour monarque réel un débauché sans principe, qui tolère une insulte au sens commun telle que des législateurs héréditaires, et une plaisanterie comme le banc des évêques, qui vénère et supporte une église pleine d'intolérance et d'abus, tient sur pied une armée permanente et nourrit une autre armée de prêtres paresseux, et leurs familles. M. Elstone se leva, mit sur sa tête son chapeau à large bord et répondit que dans le cours de sa carrière, il avait rencontré 2 ou 3 personnes chez qui des sentiments semblables s'étaient très fermement maintenus tant que la santé, la force et la prospérité étaient restés fidèles à ceux qui les professaient. Mais il vient un temps, dit-il, pour tous les hommes, où les maîtres de la maison tremblent et sont effrayés de ce qui est en haut. Et ce temps est l'épreuve de l'avocat de l'anarchie et de la rébellion, de l'ennemi de la religion et de l'ordre. Il avait été appelé, affirma-t-il, pour lire les prières de l'Église au lit de mort de l'un de ses plus acharnés ennemis. Il l'avait vu accablé de remords, cherchant dans son cœur une place pour le repentir, et n'en trouvant pas. Il devait rappeler à M. York que le blasphème contre Dieu et contre le roi est un péché mortel, et qu'il existe un jugement futur. M. York répondit qu'il croyait fermement à quelque chose comme un jugement à venir. S'il en était autrement, où serait la récompense de ces misérables qui semblent triompher en ce monde, brisent avec impunité des cœurs innocents, abusent de privilèges immérités, sont un scandale pour d'honorables professions, enlèvent le pain de la bouche des pauvres, maltraitent les humbles et rampent bassement devant le riche et le puissant. Mais, ajouta-t-il, toutes les fois qu'il se sentait affligé de ces choses et de leur succès apparent sur cette bourbeuse planète, il prenait le vieux livre, montrant la grande Bible sur un des rayons de la bibliothèque, l'ouvrait au hasard, et il était sûr de tomber sur un verset qui expliquait tout. Il était aussi sûr, dit-il, de la destinée future de quelques-uns, que si un ange avec ses grandes ailes blanches fût descendu le lui dire. « Monsieur, dit M. Elstone, rassemblant toute sa dignité, la grande science de l'homme est de se connaître soi-même, ainsi que le but où il dirige ses pas. Oui, vous devez vous rappeler, M. Elstone, que l'ignorance fut chassée du ciel, traversa les airs et vint s'abattre devant une porte, sur le flanc de la montagne qui conduit à l'enfer. Et je n'ai pas oublié non plus, M. York, que l'orgueil, ne voyant pas le chemin devant lui, tomba dans un précipice qui avait été creusé à dessein par le prince des ténèbres, et fut brisé en pièces dans sa chute. Maintenant, dit M. Moore, qui était demeuré silencieux spectateur du combat, et que son indifférence pour les partis politiques et les commérages du voisinage rendait un juge impartial. Maintenant, vous vous êtes assez maltraité, et vous avez prouvé combien vous vous haïssez cordialement. Pour ma part, ma haine est si complètement absorbée par ceux qui ont brisé mes métiers qu'il ne m'en reste plus pour mes connaissances intimes, et encore moins pour une chose aussi vague qu'une secte ou un gouvernement. Mais réellement, messieurs, vous me paraissez très méchants, pire que je ne l'aurais jamais soupçonné.
Je n'ose pas demeurer avec un rebelle et un blasphémateur comme vous, York. Et bien moins m'en retourner avec un ecclésiastique cruel et tyrannique, comme vous, monsieur Elstone. Je m'en vais cependant, monsieur Moore, dit froidement le recteur. Venez avec moi, ou ne venez pas, comme il vous plaira. Non, il n'aura pas le choix. Il partira avec vous, répondit York. Il est minuit passé, et je ne veux pas qu'il reste plus tard personne dans ma maison. Vous allez partir. Il sonna. Deb, dit-il au domestique qui se présenta. Renvoyez les hommes qui sont dans la cuisine, fermez les portes et allez vous coucher. Voici votre chemin, messieurs, dit-il à ses convives. Puis, les éclairant à travers le corridor, il les poussa poliment dehors par la grande porte. Ils trouvèrent leurs hommes se précipitant pêle-mêle sur la route. Leurs chevaux attendaient à la porte. Ils sautèrent en selle et s'éloignèrent rapidement, Moore riant de leur abrupt renvoi, Elstone profondément indigné. Chapitre 4. Le cottage de Hollow. Moore avait conservé sa gaieté lorsqu'il se leva le lendemain matin. Sim et Joe Scott avaient passé la nuit à la fabrique. Le maître, toujours matinal, fut debout plus tôt que d'habitude. Il éveilla son contremaître par une chanson française en procédant à sa toilette. « Vous n'êtes donc pas découragé, maître » dit Joe. « Pas loin du monde, mon garçon. Levez-vous, et nous irons faire un tour à la fabrique avant l'arrivée des ouvriers. Je vous expliquerai mes plans pour l'avenir. Nous aurons les machines, Joseph. Vous n'avez jamais entendu parler de Bruce, peut-être ? Et l'araignée ? Je la connais. J'ai lu l'histoire d'Écosse et j'en connais là-dessus aussi long que vous. Vous voulez dire que vous persévérez dans votre dessein ? Oui. Avez-vous quelque fortune personnelle dans votre pays ? Demanda Joe, pliant et faisant disparaître son lit de circonstance. Dans mon pays. Et quel est mon pays ? Eh bien, la France ? N'est-ce pas la France ? Non, certes. La circonstance de la prise d'Anvers, où je suis né, ne m'a point rendu français. La Hollande, alors ? Je ne suis pas un Hollandais. Voilà que vous confondez Anvers avec Amsterdam. La Flandre ? Je méprise l'insinuation, Joe. Moi, flamand ? Ai-je donc le visage flamand, le nez grossier et proéminent, le front déprimé et fuyant en arrière, les yeux bleu pâle à fleur de tête ? Suis-je donc tout buste et sans jambes comme un flamand ? Joe, je suis un Anversois. Ma mère était une Anversoise, quoique d'origine française, c'est pourquoi je parle français. Mais votre père était né dans le Yorkshire, ce qui vous rend bien un peu yorkshirien aussi. Et tout le monde peut voir que vous êtes comme nous, âpre au gain et hardi dans vos entreprises. Joe, vous êtes un effronté coquin, mais j'ai été accoutumé à cette espèce d'insolence depuis ma jeunesse. Les classes ouvrières en Belgique se conduisent brutalement envers ceux qui les emploient. Dans ce pays, nous avons l'habitude de dire toujours notre façon de penser. Les jeunes curés et les élégants de Londres se scandalisent souvent de ce qu'ils appellent notre incivilité, et nous n'en sommes pas fâchés, car nous nous amusons à les voir tourner en haut le blanc de leurs yeux, et lever au ciel leurs espèces de mains, disant « Mon Dieu, quels sauvages, comme ils sont grossiers !» C'est que vous êtes aussi des sauvages. Vous n'avez sans doute pas la prétention de vous croire civilisé, Joe. Quelque peu, maître. J'espère que nous autres, garçons manufacturiers du Nord, sommes autrement intelligents et instruits que vos garçons de ferme du Midi. Le commerce aiguise l'esprit, et ceux qui, comme moi, vivent avec les machines, sont forcés de penser. Vous savez que, lorsque je remarque un effet, j'en recherche aussitôt la cause, et il est rare que je ne mette pas la main dessus. J'aime aussi la lecture et suis curieux de savoir ce que nos gouvernants font et projettent pour nous. Et je ne suis pas le seul. Il y en a plus d'un parmi ces graisseux apprêteurs et ces teinturiers à la peau bleue et noire, qui ont une forte tête, et peuvent parler d'une loi aussi bien que vous ou le vieux York, et un peu mieux que Christophe Sykes de Winbury, ou que ce grand arrogant d'Irlandais, le vicaire Elstone.
Vous vous croyez un garçon remarquable. Je le sais, Scott. J'en conviens. Je peux distinguer le fromage de la craie, et je sais que j'ai profité des occasions que j'ai eues de m'instruire quelque peu mieux que beaucoup qui sont au-dessus de moi. Mais il en a des milliers dans le Yorkshire qui me valent, et 2 sur 3 qui sont meilleurs que moi. Vous êtes un grand homme, vous êtes un sublime compère, mais vous êtes un impertinent et un infatué nigaud avec tout cela, Joe. Vous ne devez pas croire que, parce que vous avez appris un peu de calcul et pêché quelques éléments de chimie au fond d'une cave à teinture, vous êtes un savant incompris. Vous ne devez pas supposer, parce que les sentiers du commerce sont quelquefois raboteux, et que vous et vos pareils manquez quelquefois de travail et de pain, que votre classe est martyre, et que la forme du gouvernement sous lequel vous vivez est mauvaise. De plus, vous ne devez pas insinuer que les vertus se sont réfugiées dans les chaumières et ont tout à fait déserté les châteaux. Permettez-moi de vous dire que je déteste particulièrement ces billevesées, car je sais que la nature humaine est partout la même, que sous la tuile ou le chaume, et dans tout être humain qui respire, le vice et la vertu sont alliés, en plus petite ou plus grande proportion, et que cette proportion n'est pas déterminée par le rang. J'ai vu des scélérats qui étaient riches, j'ai vu des scélérats qui étaient pauvres, et j'en ai vu qui n'étaient ni pauvres ni riches, mais qui avaient réalisé le vœu d'Agar et qui possédaient l'honnête et modeste nécessaire. Mais l'horloge va marquer 6 heures. En voilà assez avec vous, Joe. Allez sonner la cloche. On était alors dans le milieu de février. À 6 heures, l'aurore commençait à pénétrer avec ses pâles rayons la noire obscurité de la nuit, et donnait une demi-transparence à ses ombres épaisses. Ce matin-là, les rayons de l'aurore étaient particulièrement pâles. Aucune rougeur ne teignait l'Orient. L'aspect de ce matin était glacial. Un vent âpre chassait la masse des nuages, qui, en se retirant, découvraient non le ciel bleu, mais un ciel chargé d'une pâle vapeur formant un anneau argenté tout autour de l'horizon. La pluie avait cessé, mais la terre était détrempée, et les ruisseaux débordaient. Les fenêtres de la fabrique étaient ouvertes, la cloche sonnait bruyamment, et les petits enfants arrivaient en courant, en trop grande hâte, nous l'espérons, pour ressentir beaucoup l'inclémence du vent. D'ailleurs, la température, ce jour-là, devait leur paraître plutôt favorable qu'autrement, car ils s'étaient souvent rendus à leurs travaux, pendant cet hiver, à travers la neige, la pluie et la gelée. M. Moore se tenait sur la porte pour les voir passer. Il les comptait à mesure qu'ils entraient. À ceux qui venaient tard, il adressait un mot de réprimande, répété un peu plus rudement par Joe Scott quand les retardataires étaient entrés dans la salle de travail. Ni le maître, ni le surveillant ne parlaient d'une manière barbare. Ni l'un ni l'autre n'étaient inhumains, bien qu'ils parussent être fort rigides, car ils mirent à l'amende un délinquant qui s'était trop attardé. M. Moore lui fit payer son penny avant d'entrer, et l'avertit que la prochaine infraction lui coûterait 2 pence. Sans doute des règlements sont nécessaires, mais des maîtres durs et cruels font souvent des règlements durs et cruels, et de tels maîtres n'étaient pas rares dans les temps dont nous parlons. Cependant, bien que les caractères que je trace ne soient rien moins que parfaits, tous les caractères de ce livre seront trouvés plus ou moins imparfaits, il n'entre pas dans mon plan d'en montrer de dégradés ou d'infâmes. Je livre ceux qui torturent les enfants, comme des conducteurs d'esclaves, entre les mains des geôliers. Donc, au lieu d'attrister l'âme du lecteur par des descriptions de peines et de tortures, je suis heureux de lui apprendre que jamais Moore ni son contremaître ne frappaient un enfant dans la fabrique. Joe avait, il est vrai, une fois fouetté vigoureusement un de ses propres enfants qui avait menti et persistait opiniâtrement dans son mensonge. Mais comme son maître, Joe était un homme trop flegmatique, trop calme, trop raisonnable pour faire de la punition corporelle des enfants autre chose que l'exception. M. Moore se promena dans la fabrique, dans la cour, dans la teinturerie et dans les magasins, jusqu'au lever du soleil. À 8 heures, les lampes furent éteintes et la cloche donna le signal du déjeuner. Les enfants, quittant pour une demi-heure leur travail, s'emparèrent du petit bidon de fer blanc qui renfermait leur café et du petit panier qui contenait leur pain.
Espérons que tous peuvent donner satisfaction à leur appétit. Il serait trop douloureux de penser autrement. Enfin, M. Moore quitta la cour de la fabrique et se dirigea vers sa demeure, située à peu de distance. C'était une petite maison toute blanche, dont la porte était surmontée d'un porche vert. Quelques rares tiges brunes s'élevaient dans le jardin autour de ce porche, et aussi au-dessous des fenêtres, tiges maintenant sans feuilles et sans fleurs, mais qui promettaient des voûtes de verdure pour les jours d'été. Une pelouse bordée de plates-bandes s'étendait au-devant de la maison. Les plates-bandes montraient seulement leur terreau noir, excepté dans quelques coins abrités, où les premières pousses du voilier d'hiver et du crocus s'élançaient du sol, vertes comme des émeraudes. Le printemps était retardé. L'hiver avait été rude et prolongé. Les dernières neiges avaient disparu seulement sous la pluie de la veille, et sur les collines, des plaques blanches couronnaient encore les pics. La pelouse n'était pas verdoyante, mais blanchâtre. 3 arbres groupés avec grâce s'élevaient à côté du cottage. Ils n'étaient pas grands, mais n'ayant pas de rivaux, ils produisaient un assez bon effet. Telle était la demeure de M. Moore, un réduit charmant pour le repos et la contemplation, mais dans lequel l'activité et l'ambition ne pouvaient se résigner à replier longtemps leurs ailes. Son air de modeste confort ne paraissait pas avoir une bien grande attraction pour son possesseur, car au lieu d'entrer, il alla prendre une bêche dans un petit hangar et se mit à travailler dans le jardin. Pendant environ un quart d'heure, il bêcha sans être interrompu. À la fin, cependant, une fenêtre s'ouvrit et une voix de femme se fit entendre. « Eh bien, tu ne déjeunes pas ce matin ? » « Est-ce que le déjeuner est prêt, Hortense ? » ?»« Certainement, depuis une demi-heure. »« Alors je suis prêt à y faire honneur. J'ai une faim canine. » Il jeta sa bêche et entra dans la maison. Un étroit corridor le conduisit dans une petite pièce où était servi un déjeuner, composé de café, de pain et de beurre, avec l'accompagnement peu anglais de poires à l'étuvée. La table était présidée par la dame que nous avons entendu parler de la fenêtre. Je dois la décrire, avant d'aller plus loin. Elle paraissait un peu plus âgée que M. Moore. Peut-être pouvait-elle avoir 35 ans. Elle était d'une taille élevée et bien prise. Elle avait des cheveux très noirs, en ce moment emprisonnés dans ses papillotes, des joues colorées, un nez fin et une paire de petits yeux noirs. La partie inférieure de son visage était large, comparée à la partie supérieure. Son front était petit et un peu ridé. L'expression de son visage était chagrine, mais non méchante. Il y avait dans l'ensemble de sa personne quelque chose dont on se sentait disposé à s'irriter et à rire en même temps. Ce qu'il y avait de plus étrange était son accoutrement, une jupe d'étoffe de laine et une camisole de coton rayée. La jupe était courte et laissait voir parfaitement un pied et une cheville qui laissaient beaucoup à désirer sous le rapport de la symétrie. Vous allez croire, lecteur, que j'ai esquissé une personne d'une remarquable négligence. Nullement. Hortense Moore, elle était la sœur de Moore, était une personne remplie d'ordre et d'économie. La jupe, la camisole et les papillotes étaient son costume du matin, dans lequel elle avait été habituée à vaquer aux soins domestiques dans son propre pays. Obligée de vivre en Angleterre, elle n'en avait pas voulu perdre les habitudes. Elle tenait à ses vieilles modes belges et était bien persuadée qu'il y avait pour elle quelque mérite à agir ainsi. Mademoiselle Moore avait une excellente opinion d'elle-même, opinion qui n'était pas entièrement imméritée. Car elle possédait quelques bonnes et précieuses qualités, mais elle estimait trop haut le degré et le genre de ces qualités, et laissait hors de compte une multitude de petits défauts qui les accompagnaient. Vous ne lui eussiez jamais persuadé qu'elle avait des préjugés et l'esprit étroit, qu'elle était trop susceptible à l'endroit de sa dignité et de son importance, et trop prompte à s'offenser à propos de bagatelles. Et cependant, tout cela était vrai. Toutefois, elle pouvait se montrer suffisamment bonne et aimable dans toutes les circonstances où ses prétentions à la distinction et ses préjugés n'étaient point en jeu. Elle était fort attachée à ses 2 frères, car outre Robert, il y avait un autre Gérard Moore. Comme seul représentant survivant de la famille, ces 2 frères étaient presque sacrés à ses yeux. Elle connaissait cependant moins Louis que Robert. Louis avait été envoyé en Angleterre lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, et avait reçu son éducation dans une école anglaise.
Soit que son éducation ne le rendit pas propre au négoce, soit que son inclination ne le poussa pas de ce côté. Lorsque la ruine de ses espérances était venue le forcer à faire son chemin dans le monde, il avait choisi la carrière ardue et modeste de professeur. On le disait en ce moment précepteur dans une famille. Toutes les fois qu'elle parlait de Louis, Hortense avait coutume de dire qu'il avait des moyens, mais qu'il était trop timide et trop paisible. Son opinion sur Robert était d'un tout autre genre. Elle était fière de lui. Elle le regardait comme le plus grand homme de l'Europe. Tout ce qu'il disait et faisait était remarquable à ses yeux. Et elle voulait qu'il fût remarquable pour tout le monde. Rien ne pouvait être plus irrationnel, plus monstrueux, plus infâme qu'une opposition à Robert. Excepté cependant une opposition à elle-même. Aussi Robert n'eût pas plutôt pris place à table qu'après lui avoir servi une portion de poire cuite et lui avoir façonné une bonne grosse tartine belge, elle laissa déborder un flot d'exclamations d'étonnement et d'horreur sur l'événement de la nuit, la destruction des métiers. Quelle idée! Les détruire! Quelle action honteuse! On voyait bien que les ouvriers de ce pays étaient à la fois bêtes et méchants. C'était absolument comme les domestiques anglais, les servantes surtout. Rien d'insupportable, comme cette Sarah, par exemple. Mais elle paraît propre et industrieuse, observa M. Moore. Elle paraît. Ah, je ne sais pas ce qu'elle paraît, et je ne prétends pas qu'elle soit sale ni paresseuse, mais elle est d'une insolence. Elle s'est disputée hier pendant un quart d'heure à propos de la manière de cuire le bœuf. Elle disait que je le fais bouillir en charpie, qu'il serait impossible aux Anglais de manger un plat tel que notre bouilli, que le bouillon n'était autre chose que de l'eau chaude grasse, et quant à la choucroute, elle affirme qu'elle n'y pourrait toucher. Vous savez, le baril que nous avons dans la cave, délicieusement préparé de mes propres mains, elle l'appelle un baquet de lavure, ce qui signifie de la nourriture pour cochon. Je suis harassée de cette fille, et cependant je ne puis m'en séparer sans tomber sur une pire. Vous êtes dans la même disposition avec vos ouvriers, pauvres chers frères. Je crains que vous ne soyez pas heureuse en Angleterre, Hortense. C'est mon devoir d'être heureuse où vous êtes, mon frère. Mais autrement, il y a certainement 1000 choses qui me font regretter notre ville natale. Tout le monde ici me paraît mal élevé. Il tourne en ridicule mes habitudes. Si une jeune fille de votre fabrique vient à la cuisine et me trouve en jupon et en camisole préparant le dîner, car vous savez que je ne peux confier à Sarah la préparation d'un seul plat, elle rit d'un air moqueur. Si j'accepte une invitation à prendre le thé dehors, ce qui m'est arrivé 1 ou 2 fois, je m'aperçois que l'on me relègue toujours au dernier rang. On n'a pas pour moi les attentions qui me sont dues. Les Gérard, comme vous le savez, sont d'une excellente famille, et aussi les Moore. Ils ont le droit d'exiger un certain respect, et de se sentir blessés lorsqu'on le leur refuse. À Anvers, j'étais toujours traité avec distinction. Ici, on dirait que lorsque j'ouvre la bouche en compagnie, je parle l'anglais avec un accent ridicule, tandis que je suis persuadée que je le prononce parfaitement. Hortense. À Anvers, on nous savait riches. En Angleterre, nous n'avons jamais été connus que pauvres. Précisément. Et ainsi le genre humain est mercenaire. En outre, cher frère, dimanche dernier, si vous vous en souvenez, il faisait très humide. En conséquence, j'allais à l'église avec mes jolis sabots noirs, objet que l'on ne porterait pas dans une ville élégante, mais que j'ai toujours eu coutume de porter à la campagne pour marcher dans les chemins boueux. Eh bien, le croiriez-vous? Lorsque je traversai la nef, grave et calme, comme c'est mon habitude, 4 ladies et autant de gentlemen se sont mis à rire en se cachant le visage derrière leur livre de prière. Bien, bien, ne mettez plus de sabots alors. Je vous ai déjà dit que je pensais que ce n'était pas ce qui convenait en ce pays. Mais mon frère, ce ne sont pas des sabots communs comme en portent les paysans. Ce sont des sabots noirs, très propres, très convenables. À Mons, à Leuze, ville peu éloignée de l'élégante capitale de Bruxelles, il est très rare que les gens les plus respectables portent autre chose pendant l'hiver. Que quelqu'un essaie donc de piétiner dans la boue des chaussées flamandes avec des brodequins de Paris, et il m'en dira des nouvelles. Laissez la Mons et les chaussées flamandes. Faites à Rome ce que font les Romains. Quant à la camisole et au jupon, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je n'ai jamais vu une lady porter de semblables vêtements. Demandez à Caroline Elstone.
Caroline! Que je demande à Caroline? Que je la consulte sur ma toilette? Mais c'est elle qui devrait me consulter sur tous les points. C'est une enfant. Elle a 18 ans, ou tout au moins 17 ans. Elle est d'âge à savoir tout ce qui concerne les robes, les jupes et les chaussures. Ne gâtez pas Caroline, je vous en prie, mon frère. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'elle n'en doit avoir. À présent, elle est modeste, sans prétention. Gardons-la ainsi. De tout mon cœur. Viendra-t-elle ce matin? Elle viendra à 10 heures, comme d'habitude, prendre sa leçon de français. Elle se moque de vous, elle? Non, certes. Elle m'apprécie mieux que qui que ce soit, mais elle a plus d'occasion de me connaître intimement. Elle voit que j'ai de l'éducation, de l'intelligence, des manières, des principes, bref, tout ce qui appartient à une personne bien née et bien élevée. L'aimez-vous tout de bon? Pour l'aimer, je ne pourrais le dire. Je ne suis pas de celles qui s'enflamment aisément, et en conséquence on peut davantage compter sur mon amitié. J'ai de l'attachement pour elle, comme ma parente. Sa position aussi m'inspire de l'intérêt, et sa conduite comme mon élève a été jusqu'ici plus susceptible d'accroître que de diminuer l'attachement qui provenait d'autres causes. Elle se conduit parfaitement bien aux leçons. Envers moi, elle se comporte très bien. Mais vous savez, mon frère, que j'ai une manière de repousser la trop grande familiarité, de gagner l'estime et de commander le respect. Néanmoins, avec ma pénétration, je vois clairement que Caroline n'est pas parfaite. Elle laisse beaucoup à désirer. Donnez-moi une dernière tasse de café, et pendant que je la prendrai, vous m'amuserez avec le détail de ses défauts. Mon cher frère, je suis heureuse de vous voir déjeuner de bon appétit après la nuit fatigante que vous avez passée. Caroline, donc, a des défauts, mais entre mes mains, et grâce à mes soins maternels, elle s'en corrigera. Il y a en elle quelque chose, une réserve, je pense, que je n'aime pas tout à fait, parce qu'elle n'est pas suffisamment enfantine et soumise. Il y a dans sa nature des éclairs d'impatience qui me déroutent. Néanmoins, elle est ordinairement fort tranquille, trop triste et trop rêveuse quelquefois. Avec le temps, certainement, je la rendrai uniformément calme et bienséante, et elle cessera d'être bizarre et pensive. Je désapprouve toujours ce que je ne puis comprendre. Je ne vous comprends pas. Qu'entendez-vous par éclair d'impatience, par exemple? Un exemple vous fera peut-être mieux comprendre ce que je veux vous dire. Vous savez que de temps à autre, je lui fais lire de la poésie française. Beaucoup lu Corneille et Racine avec un sobre et ferme esprit que j'approuve. De temps à autre, elle montrait, pendant la lecture de ces auteurs estimés, une langueur qui tenait plus de l'apathie que de la sobriété. Et l'apathie est ce que je ne peux souffrir chez ceux qui ont le bonheur de recevoir mes leçons. De plus, on ne doit pas se montrer apathique à la lecture de chefs-d'œuvre. L'autre jour, je lui mis entre les mains un volume de poésie fugitive. Je l'envoyai à la fenêtre pour en apprendre une par cœur, et lorsque je levai les yeux sur elle, je la vis tourner les feuillets avec impatience, en faisant une mine dédaigneuse, comme si elle parcourait le petit poème sans attention. Je la grondai. « Ma cousine, répondit-elle, tout cela m'ennuie à la mort. » Je lui dis que ce n'était pas là un langage convenable. « Dieu !» s'écria-t-elle. « Il n'y a donc pas 2 lignes de poésie dans toute la littérature française ?» Je lui demandai ce que cela voulait dire. Elle me demanda pardon avec soumission. Un instant d'après, elle était tranquille. Je la vis se sourire à elle-même. Elle commença à apprendre avec ardeur. Au bout d'une demi-heure, elle vint à moi, me présenta le livre, joignit les mains comme je lui commande toujours de le faire, et commença à me réciter la jeune captive de Chénier. Si vous aviez pu entendre la manière dont elle récita ce morceau, et dont elle prononça quelques commentaires après qu'elle eut fini, vous auriez compris ce que je voulais dire par éclair d'impatience. On n'eût pu croire Chénier plus émouvant que Racine et Corneille. Vous conviendrez, mon frère, vous qui avez tant de sagacité, que cette appréciation singulière dénote un esprit fort mal réglé. Heureusement qu'elle est entre de bonnes mains. Je lui donnerai un système, une méthode, pour fixer ses pensées et ses opinions. Je lui apprendrai à contrôler et à régler ses sentiments.
N'y manquez pas, Hortense. La voici qui vient. C'est son ombre qui vient de passer devant la fenêtre, je crois. Ah, vraiment? Elle est trop matinale. Elle est venue une demi-heure avant l'heure. Mon enfant, qu'est-ce qui vous amène avant que j'aie déjeuné? La question s'adressait à une personne qui entrait en ce moment, à une jeune fille enveloppée dans un manteau d'hiver dont les plis étaient rassemblés avec grâce autour d'une taille élancée. Je suis venue en hâte m'informer comment vous alliez et comment allait Robert. J'étais sûre que vous seriez fort affligé de ce qui est arrivé hier. Je n'ai appris cela que ce matin. Mon oncle me l'a dit, à déjeuner. Ah, c'est inouï. Vous sympathisez avec nous? Votre oncle sympathise avec nous? Mon oncle est fort irrité. Mais il était avec Robert, je crois. N'est-il pas vrai, Robert? Est-ce qu'il ne vous a pas accompagné au marais de Silbro? Oui. Nous étions partis dans un attirail passablement guerrier, Caroline, mais les prisonniers que nous allions délivrer nous ont rencontrés à mi-chemin. D'ailleurs, personne n'a été blessé? Non. Joe Scott a seulement les poignets un peu endoloris pour avoir été lié trop serré derrière son dos. Vous n'étiez pas là? Vous n'étiez pas avec les voitures lorsqu'elles ont été attaquées? Non. On n'a jamais la bonne fortune d'être présent dans les circonstances auxquelles on désirerait le plus assister. Où allez-vous ce matin? J'ai vu Murgatroyd sceller votre cheval dans la cour. À Winbury. C'est aujourd'hui jour de marché. Monsieur York y va aussi. Je l'ai rencontré dans son cabriolet. Revenez-vous-en avec lui? Et pourquoi? Deux valent mieux qu'un, et personne ne hait Monsieur York. Au moins les pauvres ne le détestent pas. Alors, Monsieur York sera une protection pour moi, qui suis haï. Vous êtes incompris. C'est probablement le mot. Resterez-vous tard? Rentrera-t-il tard, cousine Hortense? C'est très probable. Il a souvent beaucoup d'affaires à traiter à Winbury. Avez-vous apporté votre livre d'exercice, mon enfant? Oui. À quelle heure reviendrez-vous, Robert? Je reviens généralement à 7 heures. Désirez-vous que je sois plutôt à la maison? Tâchez d'être de retour, à 6 heures. Il n'est pas absolument nuit à 6 heures, mais à 7 heures, le jour a tout à fait disparu. Et quel danger est à craindre, Caroline, lorsque le jour a tout à fait disparu? Quel péril concevez-vous pour moi dans les ténèbres? Je ne puis définir mes craintes, mais à présent nous éprouvons une certaine anxiété à l'endroit de nos amis. Mon oncle appelle ces temps dangereux. Il dit aussi que les propriétaires de fabriques sont impopulaires. Et moi? Un des plus impopulaires, n'est-ce pas? Vous n'osez me parler clairement. Mais dans votre cœur, vous me croyez exposé au sort de ce pauvre Pearson, qui reçut une balle, non à la vérité de derrière une haie, mais dans sa propre maison, à travers sa fenêtre, comme il allait se mettre au lit. Anne Pearson m'a montré la balle dans la chambre à coucher, dit gravement Caroline, en se débarrassant de son manteau et de son manchon. Vous savez, continua-t-elle, qu'il y a une haie tout le long de la route d'ici à Winbury, et qu'il faut aussi passer les plantations de Fieldhead. Mais vous serez de retour à 6 heures, ou plus tôt? Certainement, affirma Hortense. Et maintenant, mon enfant, préparez vos leçons pendant que je vais mettre à tremper les pois pour la purée du dîner. Puis elle sortit. Vous me soupçonnez donc beaucoup d'ennemis, Caroline? Dit M. Moore. Et sans doute vous me savez destituer d'amis? Non, pas tout à fait, Robert. Vous avez votre sœur, votre frère Louis, que je n'ai jamais vu. Il y a M. York, mon oncle, et bien d'autres. Et puis bien d'autres. Robert sourit. Vous serez bien embarrassé de nommer vos bien d'autres, dit-il. Mais montrez-moi votre livre d'exercice. Quelle peine extrême vous prenez à votre écriture. C'est ma sœur, je le suppose, qui exige ce soin. Elle veut vous former en tout, d'après le modèle d'une écolière flamande. À quelle existence êtes-vous destinée, Caroline? Que ferez-vous de votre français, de votre dessin et de vos autres talents, lorsque vous les aurez acquis? Vous faites bien de dire, lorsque je les aurai acquis.
Car vous le savez, avant qu'Hortense entreprît mon éducation, je savais peu de choses. Pour ce qui est de l'existence à laquelle je suis destinée, je ne peux le dire. Je suppose que c'est à tenir la maison de mon oncle jusque... Elle hésita. Jusqu'à quand? Jusqu'à sa mort? Non! Pourquoi prononcer ce mot? Je n'ai jamais pensé à sa mort. Il n'a que 55 ans. Mais jusqu'à ce que les événements m'offrent d'autres occupations. Une perspective remarquablement vague. En êtes-vous contente? Je m'en contentais autrefois. Les enfants, vous le savez, n'ont que peu de réflexion, et leurs réflexions se portent vers l'idéal. Il y a des moments, maintenant, où je ne suis pas entièrement satisfaite. Pourquoi? Je n'amasse pas d'argent. Je ne gagne rien. Vous arrivez au fait, Lina. Vous aussi, alors, vous voulez gagner de l'argent? Oui, j'aimerais une occupation. Et si j'étais un garçon, il ne me serait pas fort difficile d'en trouver une. Je vois un si aisé, agréable moyen d'apprendre un commerce, de me frayer un chemin dans la vie. Continuez. Voyons. Quel est ce moyen? Je pourrais apprendre votre commerce, le commerce des draps. Je l'apprendrai près de vous, car nous sommes parents. Je ferai le travail du comptoir, je tiendrai les livres, j'écrirai les lettres, pendant que vous iriez au marché. Je sais que vous désirez beaucoup être riche, afin de payer les dettes de votre père. Peut-être pourrais-je vous aider à faire votre fortune? M'aider. Mais vous devriez penser à vous-même. Je pense aussi à moi. Mais doit-on toujours ne penser qu'à soi-même? À qui donc pensais-je? Moi? Est-ce que j'oserais penser à quelqu'un autre que moi? Les pauvres ne doivent pas avoir de grandes sympathies. Leur devoir est d'être égoïstes. Non, Robert. Oui, Caroline. La pauvreté est nécessairement égoïste, contrainte, rampante, anxieuse. De temps à autre, le cœur d'un pauvre homme, visité par certains rayons et rafraîchi par une bienfaisante rosée, peut se gonfler, comme la végétation de ce jardin-là, un jour de printemps, peut se sentir mûre pour développer son feuillage, peut-être ses fleurs. Mais il ne doit pas encourager cet agréable élan. Pour le réprimer, il doit invoquer la prudence, glacée comme le vent du nord. Aucun cottage ne peut être heureux, alors? Quand je parle de pauvreté, je n'entends pas la pauvreté naturelle et habituelle de l'ouvrier, mais la pénurie embarrassée de l'homme plongé dans les dettes, du commerçant gêné, dévoré de soucis et se débattant contre la ruine. Abandonnez-vous à l'espérance, et non à l'anxiété. Certaines idées ont pris trop de fixité dans votre esprit. C'est peut-être de la présomption de ma part, mais il me semble que vous vous trompez dans votre manière d'envisager le bonheur, comme aussi dans... Je suis tout oreille, Caroline. Ah, que j'ai le courage de dire la vérité, dans vos manières. Remarquez que je dis seulement vos manières, dans vos manières d'être vis-à-vis de ces ouvriers du Yorkshire. Vous avez souvent désiré me dire cela, n'est-ce pas? Oui, souvent, très souvent. Le seul tort de mes manières est, je crois, d'être négative. Je ne suis pas fière. De quoi serait fier un homme dans ma position? Je pourrais agir envers eux en homme bienveillant, mais agir n'est pas mon fort. Je les trouve déraisonnables, pervers. Ils me retiennent lorsque je veux m'élancer en avant. En les traitant avec justice, je remplis tous mes devoirs envers eux. Vous n'attendez pas alors qu'ils vous aiment? Ni ne le désirent. Ah, dit la jeune fille, en hochant la tête et en poussant un profond soupir. Puis elle se pencha sur sa grammaire et se mit à chercher les exercices du jour. Je ne suis pas un homme affectionné, Caroline. L'attachement d'un très petit nombre de personnes me suffit. S'il vous plaît, Robert, voulez-vous me tailler une ou deux plumes avant votre départ? D'accord. Laissez-moi régler votre livre, car vous avez coutume de tracer les lignes de travers. Voilà. Maintenant, passons aux plumes. Vous les aimez très fines, je crois. Telles que vous les préparez ordinairement, pour moi et Hortense? Non, votre large pointe. Si j'avais la vocation de Louis, je pourrais demeurer à la maison, et consacrer cette matinée à vous et à vos études.
tandis que je dois la passer dans le magasin de laine de M. Sykes. Vous allez gagner de l'argent? Bien plus probablement en perdre. Comme il finissait de tailler les plumes, un cheval sellé et bridé fut amené à la porte du jardin. Voilà Fred qui est prêt. Il faut partir. Auparavant, je veux voir l'effet du printemps dans la plate-bande du sud. Il quitta la chambre et se dirigea dans le jardin derrière la fabrique. Une charmante frange de jeunes verdures et de fleurs commençait à s'épanouir. Des voiliers d'hiver, des crocus et des primes verts brillaient au soleil, à l'abri du mur de la fabrique. Moore cueillit çà et là une fleur et une feuille, jusqu'à ce qu'il eût rassemblé un petit bouquet. Il retourna au parloir, prit une aiguillée de soie dans la corbeille à ouvrage de sa sœur, lia les fleurs et les déposa sur le pupitre de Caroline. Maintenant, au revoir. Merci, Robert. Il est très joli. On dirait des rayons du soleil dans un ciel d'azur. Au revoir. Robert se dirigea vers la porte, s'arrêta, ouvrit les lèvres comme pour parler, resta muet et s'éloigna. Il traversa le guichet et monta à cheval. Une seconde après, il avait remis pied à terre, transféré les rênes à Murgatroyd et était rentré dans le cottage. « J'avais oublié mes gants, » dit-il, en paraissant prendre quelque chose sur la console. Puis, comme obéissant à une pensée soudaine, « Vous n'avez pas d'engagement pour aujourd'hui chez votre oncle, Caroline. »« Je n'en ai jamais. Quelque chose son enfant, que Mistress Ramsden m'a commandé, à tricoter pour la corbeille des Juifs, mais ils attendront. » Que la corbeille des Juifs soit vendue. Jamais ustensile ne fut mieux nommé. On ne put rien concevoir de plus juif que ce meuble, les objets qu'il renferme et leur prix. Mais je vois là, dans le coin de votre lèvre, une petite moue qui me dit que vous connaissez le mérite de la corbeille des Juifs, aussi bien que moi. Oubliez la corbeille des Juifs, alors, et passez la journée ici. Votre oncle ne mourra pas de votre absence. Oh non, dit-elle en souriant. Le vieux cosaque. Oh, je crois que non, murmura Moore. Alors restez à dîner avec Hortense. Elle sera enchantée de votre compagnie. Je serai de retour de bonne heure. Nous lirons un peu ce soir. La lune se lève à 8h30, et à 9h je vous reconduirai, en me promenant jusqu'au presbytère. Voulez-vous? Elle fit de la tête un signe d'assentiment, et la joie étincela dans ses yeux. Moore resta encore 2 minutes. Il se pencha sur le pupitre de Caroline et jeta un coup d'œil sur sa grammaire. Il prit sa plume et joua avec son bouquet. Son cheval piaffait d'impatience. Frédéric Murgatroyd toussait violemment à la porte, s'étonnant de ce que son maître pouvait faire. « Au revoir », répéta Moore, et il s'éloigna rapidement. Hortense, entrant 10 minutes après, trouva, à sa grande surprise, que Caroline n'avait pas encore commencé ses exercices. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. Bon, j'ai eu la très bonne idée de commencer à lire à 22h40, il est minuit 20, je suis cuite, à peu près comme ce chaton qui fait dodo sur sa pieuvre. En fait, j'ai commencé tard parce que j'avais une conférence dans le cadre de ma formation chez l'ICAR. Et du coup, ça a fini tard et donc j'étais très motivée, donc c'était parti. Et j'ai un peu regretté au passage. Alors, on n'a lu que 2 chapitres, donc le chapitre 3 et 4, ce qui fait qu'on a lu une vingtaine de pages sur le premier tome. Ça correspond... On est à 21% du premier tome. Soit, si vous voulez l'indication, on est sur la page 40 sur 186 et il y a un deuxième tome de 168 pages après, je crois. 161. Bon, 160 en gros. Donc voilà. Je trouve que c'est un peu longué. Il y a beaucoup d'installations encore sur les conflits sociaux. Il y avait déjà la notion de Elstone était un Tory exalté, membre du parti conservateur. Donc Tory T-O-R-Y ou au pluriel Tories T-O-R-I-E-S. Donc ça c'est Elstone, c'est un peu le chef des vicaires.
Et Moore, donc le héros qu'on suit, c'était un enragé Whig, W-H-I-G, libéral anglais qui était opposé aux Tories. Donc c'était au 19e siècle. Donc Parlement milita en faveur d'un parlement fort en s'opposant à l'absolutisme royal. Donc il y a vraiment une opposition. C'est le parti Whig, c'était de 1678 à 1859. Je vais pas creuser plus que ça parce qu'on avait des noms de personnes ensuite. Donc on parle bien des guerres de Bonaparte aussi. Ce qui fait que moi je me demande un petit peu, Moore, il est vraiment un peu le cul entre le cul entre deux chaises par rapport à ses origines. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est plus belge que français. Il parlait des flamands. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de références à la Bible. Quand on parle de Baal, de... Wellington, c'était un... Attendez, Wellington, on va voir qui c'est. Bonaparte, je pense que vous resituez. Bonaparte, c'était Napoléon. Donc, c'est celui qui était en guerre pendant très longtemps. En guerre pendant très longtemps contre l'Angleterre notamment, et qui étendait son empire. Arthur Wellesley, duc de Wellington, donc un aristocrate anglo-irlandais, militaire et homme d'État britannique. Il est principalement connu en tant que vainqueur de Napoléon à Waterloo avec le maréchal prussien Gebhard Leberecht von Blücher. J'ai pas fait allemand deuxième langue du tout. L'un des plus grands généraux britanniques, il est souvent comparé à John Churchill, duc de Marlborough. C'est pas le même Churchill qu'on connaît de la Seconde Guerre mondiale. Avec qui il partage de nombreux points communs, en particulier d'être devenu une figure politique après avoir réalisé une carrière militaire. En tout cas, j'aime assez le rapport entre Monsieur York, qui a l'air d'être... un cousin vaguement, parce que c'est l'oncle de Caroline, la jeune fille qu'on a vue là, et qui est hyper paternaliste en fait envers Robert Moore. Je vais finir par l'appeler Roger Moore comme l'acteur de James Bond, un de ces quatre. Vous allez voir. Par contre, l'anecdote que j'ai trouvée intéressante, c'est le fait du coup que Elstone et York se sont entre guillemets disputés la même jeune femme qui a fini avec Elstone, qui ne s'en est pas occupé, qui est décédé, ce qui fait qu'il y a un sacré passif entre Elstone et York, sachant que Elstone ne doit pas savoir le quart en fait de ce que York lui reproche. Mary Cave là. Je trouve que c'est intéressant, ça peut rajouter vachement en côté un peu drama en fait. Après, je pense que si c'est annoncé de manière si précise, c'est qu'elle va en faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, parce que Elstone, il a pas l'air d'avoir les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Et York, pas mieux. Mais ils pensent pas du tout pareil, ces deux-là. Donc, on a lu que 2. Et au final, il s'est pas passé grand-chose. Parce que Moore, Elstone et d'autres gars sont partis récupérer... ils ont même pas récupéré les machines, en fait, j'ai pas l'impression. Ils ont été récupérer Joe Scott et compagnie. Moore, je trouve qu'il a une position hyper hautaine envers Joe Scott. Comment il l'a rabaissé là sur ses connaissances et tout ça, c'était ignoble. Ça a l'air d'être un sale con, Robert Moore. Je l'ai appelé Roger, non ça a vraiment l'air d'être un sale con. Après, York, il a l'air d'être pas mieux en termes de... Non, York, il a l'air, entre guillemets, gentil envers ses inférieurs, mais très hautain envers ses supérieurs. Mais York, je le vois plus comme un espèce de petit aristocrate propriétaire terrien. Moore, il a l'air de venir d'une bonne famille, mais peut-être plus bourgeois. Donc j'ai l'impression qu'on a cette espèce d'opposition entre les bourgeois et les nobles. C'est une impression. Sachant que York, j'ai pas fait gaffe s'il travaillait ou pas, ou s'il possédait des choses, ou s'il fait juste fructifier sa monnaie. La sœur de Moore, elle a pas l'air très sympa. Elle a l'air très hautaine aussi, un peu... Je sais pas si vous connaissez Les Dames Patronesses, c'est une chanson de Jacques Brel. Donc Jacques Brel, un chanteur qui est mort quelques années avant ma naissance, il me semble, 78, je crois bien.
Donc c'était un chanteur belge, j'allais dire un chanteur allemand. C'est un chanteur belge. Et si vous voulez, il y a une tradition, je pense que c'est chez les Flamandes, parce que les Dames Patronesses, c'est une chanson où ça doit être en gros les femmes des patrons qui tricotent des choses pour les pauvres. Et en fait, chacune tricote d'une couleur pour reconnaître ses pauvres à elle de ceux des autres. Donc on est un petit peu là-dedans, quoi. Le côté je donne, je fais la charité, mais je montre que je la fais pour un peu me faire mousser. Et j'ai l'impression que Hortense, elle est un peu là-dedans aussi parce que elle a une haute opinion d'elle-même. La manière dont elle est décrite, elle a pas l'air d'être bien jolie parce elle a un front fin et un gros visage en bas. Euh, Elle est habillée bizarrement pour la mode du Yorkshire. Donc des fois je dis Yorkshire, des fois je dis Yorkshire, excusez-moi. L'anglais est loin. Et puis il est minuit et demi. Euh, ouais, Hortense, elle a pas l'air très sympathique. Moore, je le trouvais en fait, sur les 2 premiers chapitres, je le trouvais côté courageux. Mais en fait, je pense que c'est un côté courageux, voire téméraire. Et je pense qu'il est vraiment vache avec ses ouvriers. Et surtout qu'il risque de l'être aussi avec ceux qui ont détruit ces machines et qui ont ligoté ces hommes. Bon, bah c'est normal, il est vexé. Mais dans ce cas-là, pourquoi il n'était pas dans le convoi? Parce qu'il avait peur? Parce que c'est bien gentil d'avoir peur et de laisser les autres aller au casse-pipe. Parce que, bah, du coup, peut-être qu'il y est pas allé pour se protéger. Surtout que c'est un investissement, moi si j'ai bien compris, c'est qu'il avait mis ses dernières économies dans l'achat de ces métiers qui ont été brisés, donc, quelque part, sur l'espèce d'automatisation, avec des guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment sur une automatisation, mais les métiers à tisser sont censés alléger la masse salariale, parce qu'il y a moins de salariés vu que les métiers les remplacent, mais du coup, bah, s'il en a plus, il est obligé d'embaucher toujours autant, sauf qu'il a plus les moyens. C'est un peu le serpent qui se mord la queue là, donc quelque part, les actions des ouvriers qui étaient censés vouloir préserver leur travail, ils savent pas forcément, je pense que Moore il est fauché, qu'il avait absolument besoin de ces métiers-là, ce qui fait que, bah, quelque part, il continue à laisser Moore dans une situation qui est précaire pour lui et qui fait que, bah, métier ou pas métier, il peut pas beaucoup plus embaucher, en fait. Ce qui fait qu'ils se sont un peu tirés une balle dans le pied, mais je pense qu'ils sont pas au courant des difficultés des problèmes d'argent de Moore. Donc j'ai l'impression qu'on a de plus en plus, enfin qu'on va être sur un texte qui va être très teinté de politique, à la fois sur les révoltes ouvrières. Je sais pas s'il y a les suffragettes à l'époque, ça me paraît un petit peu tôt. Je pense pas, on n'est pas là-dedans encore. Politique aussi entre les guerres napoléoniennes, donc Napoléon contre l'Angleterre. Politique de... Il y en a qui remettent en question l'absolutisme royal, il y en a qui remettent en question les pères. Ça, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, bon, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos, hein, mais j'avais dû faire un petit mot là, comme ça sur les pères, les péris, P-A-I-R-Y, il me semble, comme une prairie presque. Mais les pairies, en fait, c'est les sièges au Parlement qui se transmettent de père en fils. Donc, c'est toujours les mêmes familles qui détiennent ces sièges et qui votent et qui décident en fait des lois. Ce qui fait que le pouvoir, il est dans les mains de ceux qui sont riches et qui ont peut-être tout intérêt en fait à acheter des machines pour avoir moins de salariés et puis gagner plus d'argent, entre guillemets, sur le dos des pauvres. Alors, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, les aspects politiques ou économiques, je suis très rapidement larguée. Là, ça va encore, mais je pense que je creuserai peut-être un tout petit peu, mais pas beaucoup plus, pardon. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, je trouve, et je pense que c'est un sujet qui est quand même plutôt audacieux venant d'une femme.
sachant que les Brontë, moi, il me semble bien, c'était pas non plus des riches. Ils ont pu peut-être gagner un petit peu plus un moment, surtout les filles qui ont publié de leur vivant. Je viens de bâiller de manière affreuse. Donc Charlotte et Anne ont publié de leur vivant et ont gagné un petit peu d'argent dessus. Émilie, je crois qu'elle n'a pas eu le temps. Je sais même pas si Émilie a publié de son vivant, je suis pas sûre. Puis sachant que Branwell aussi, ça devait être un peu le panier percé parce qu'il avait des problèmes d'addiction, alcool notamment. Et bref. Donc je trouve ça intéressant, j'ai hâte de voir la suite. Je pense que ce qui nous a annoncé donc entre Elstone, le chef des vicaires, et York, l'espèce de cousin là de Moore, ça va leur péter au nez. Peut-être même que en fait ça ajoute un conflit supplémentaire à celui de l'opposition politique. Et là on est sur du personnel en plus, donc je pense que ça va pas du tout le faire entre les deux. Donc je pense qu'à un moment ça va bien se fighter, et je n'ai lu que 4 chapitres, donc je suis à 20% du premier bouquin, mais il y a le deuxième derrière. Donc voilà. J'avais pas fait de découpage, j'avais fait un découpage à la louche sur le tome 2, mais je me rends compte qu'en fait c'est écrit petit, donc faut vraiment que je lise à peu près 20 pages par 20 pages, si c'est possible. Je vais essayer de pas trop monter parce que ça va être beaucoup trop long, parce que derrière c'est long aussi à monter, et là ça fait déjà 17 minutes que je discute. Donc je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je pense que je vais vous le dire à chaque vidéo, mais comme je tourne très très longtemps en avance, je sais pas du tout ce que je vais lire en termes de compte à côté, ou ce que je vais publier comme vidéo le mercredi. Je sais juste que comme l'annonce de la première partie de la saison 3 des Bridgerton et de la deuxième partie est sortie, donc je crois que c'est janvier-février. 29 janvier, il me semble. 26 février, un truc comme ça. Je vais me re-regarder les séries télé parce que j'ai envie de faire un contenu spécifiquement sur les séries télé. Après, c'est possible que je les relise entre-temps aussi. J'ai envie de tous les relire. Je pense très fortement que c'est pas forcément de la très grande littérature. C'est un peu pas ouf, quoi. Mais je sais pas, j'aime bien. Donc je vais les lire. Je vais les relire. Mais pas tout de suite. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des théories sur ce qui peut se passer par la suite. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai complètement oublié une grosse partie du résumé. Donc on verra. Ah oui, juste un truc que je pense avoir remarqué. J'ai l'impression que Caroline est amoureuse de Roger. Je suis pas sûre. Robert. Je vous avais dit que j'allais l'appeler Roger Moore. Je pense que Caroline est amoureuse de Robert. Donc voilà. Mais elle est jeune. Donc je sais pas. Elle a l'air gentille. Très bon dimanche. Bonne lecture. Salut.